Salam les amis, voilà donc aujourd'hui on va explorer la deuxième leçon sur l'espace nord-américain, la troisième leçon du programme de géographie de terminale. Et cette leçon s'intitule l'espace nord-américain, population, ville et société. Évidemment, nous allons essayer d'explorer les caractéristiques démographiques, oui, la population, on va analyser la population, le dynamisme des villes, l'urbanisation et la complexité même de la société nord-américaine. Voilà, donc maintenant, oui, c'est une population quand même nombreuse, hein, environ 500 millions d'habitants. C'est le cumul de la population états-unienne, de la population du Mexique, mais aussi du Canada. Voilà. Maintenant, on va donc voir la première partie. C'est les caractéristiques démographiques, oui, les caractéristiques démographiques. D'abord, le premier point qu'on va analyser dans la population, c'est sa diversité non raciale. Évidemment, on a donc une population qui se caractérise par plusieurs groupes pas bon racial, bon, mais on utilise de plus en plus donc le mot groupe humain, hein, donc le caractère, bon, la race quand même c'est quelque chose qui est un peu, voilà, donc on a les blancs donc qui donc oui, qui constituent 60,0%. 0,04% de la population. Ces blancs, ce sont les WASP. Les WASP, ce sont les White Anglo-Saxons protestants. Comme leur nom l'indique, ce sont des protestants sur le plan religieux. C'est des chrétiens protestants et qui sont très nombreux aux États-Unis et au Canada. C'est un groupe, évidemment, comme on l'a dit, dominant économiquement parce que c'est un groupe qui est excessivement riche, mais aussi qui domine sur le plan numérique. Maintenant, à côté de ce groupe dominant, de ce groupe ethnique majoritaire, on a ce qu'on appelle les minorités. Et parmi les minorités, le groupe le plus important, ce sont ce qu'on appelle les latinos. Les latinos, ce sont les hispaniques, ils parlent espagnol, ils sont majoritaires au Mexique. 20,81% de la population, c'est la minorité la plus dynamique. Ensuite, on a les noirs qui se sont installés par voie de ce qu'on appelle la traite atlantique, hein, donc entre le 16e et le 19e siècle. Ils sont 8,81% de la population donc nord-américaine. Ils sont principalement logés au niveau des États-Unis. Ensuite, on a les Asiatiques, oui. Les Asiatiques, 7,81% de la population, c'est la minorité. C'est une minorité quand même très dynamique sur le plan économique, mais conservatrice, hein, les Asiatiques. Ils sont conservatrices, c'est une minorité conservatrice, autant pour moi, qui tient quand même beaucoup une minorité qui tient beaucoup à ses valeurs quand même, hein. Voilà, il y a aussi les Amérindiens, évidemment, ils sont aussi présents. C'est la population autochtone qui a été exterminée par les Européens, les Hispaniques surtout, et aussi les Anglo-Saxons. Donc, et quand même les Amérindiens, ils sont bien intégrés dans la société quand même mexicaine. Mais aux États-Unis et au Canada, ils restent encore parqués dans des réserves, hein. Voilà, donc voilà ce qu'on peut retenir c'est ce qu'on appelle la diversité. Deuxième point, on a la répartition de la population. Elle est très inégale, oui. La population est inégalement répartie. Pourquoi? Déjà, entre les pays, on voit cette inégalité. Donc, le Mexique est plus densément peuplé, plus occupé, mais cela ne veut pas dire que le Mexique est plus occupé et plus peuplé quand même. Mais c'est l'espace le plus densément peuplé, 64 habitants par kilomètre carré au Mexique, 36% par kilomètre carré au niveau des États-Unis et 3% au niveau du Canada, et 3 habitants par kilomètre carré au niveau du Canada. On retrouve évidemment des zones qui sont fortement peuplées. Ce sont les bordures de l'océan Pacifique, les bordures de l'océan Atlantique. C'est aussi le sud mexicain, mais aussi c'est ce qu'on appelle la région des Grands Lacs. Ce sont les régions les plus densément peuplées. Maintenant, les régions les plus faiblement peuplées sont constituées par oui, les déserts. On a le désert du Mexique, on a le désert de Nevada aux États-Unis. On a aussi le Grand Nord canadien. Évidemment, les régions désertiques, les régions froides, ce ne sont pas des régions qui sont attirantes pour l'espèce humaine. Donc, la population est inégalement répartie. Ensuite, à côté de l'inégale répartition de la population, on a la croissance démographique. Oui, à double vitesse. Pourquoi? Parce que tout simplement,
On a une croissance lente, voilà, ici au niveau des États-Unis et du Canada. La croissance, elle est très lente. On a des taux d'accroissement naturel faibles, 0,4% au niveau du Canada, 0,5% au niveau des États-Unis. Évidemment, ça montre quand même qu'il y a un recul de la natalité. Et comme conséquence, ça produit ce qu'on appelle un vieillissement de la population avec tous ces problèmes de manque de main-d'œuvre, problème de renouvellement des générations, chute de l'économie sur le poids des dépenses de retraite. Au Mexique, évidemment, on a aussi des taux d'accroissement naturel pas trop élevés, mais quand même plus élevés qu'au Canada et aux États-Unis. Et la conséquence, c'est la forte proportion des jeunes, avec tous les problèmes que ça pose en matière de logement, d'éducation, mais aussi de prise en charge sur le plan sanitaire. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on a une croissance démographique à double vitesse. Ensuite, l'autre partie qu'on va voir, c'est surtout l'urbanisation. On a une société qui est très, très urbanisée. C'est normal. Partout, les taux d'urbanisation dépassent 75%. On a aux États-Unis, oui, 82%. Et au niveau du Mexique, 79%. C'est beaucoup. Ça montre que ce sont les villes qui dominent. Les campagnes tendent à disparaître. Et cela s'explique par le dynamisme des activités de services, des activités industrielles. Comme conséquence, on va assister au développement des villes avec une forte métropolisation. 39 métropoles de plus d'1 million d'habitants aux États-Unis. On a 39 villes qui dépassent 1 million d'habitants au niveau des États-Unis. C'est beaucoup. Ça montre quand même que c'est des sociétés qui s'urbanisent. On va au niveau toujours aux États-Unis, on a des mégalopoles qui se forment. Oui, mégalopole atlantique, donc de Washington à Boston. On a l'impression que tout est rattaché. C'est ce qu'on appelle des conurbations. Mégalopole des Grands Lacs, oui, Détroit, Cleveland, Pittsburgh et Chicago, des villes qui se sont presque rattachées. Mégalopole donc de la côte pacifique, oui, San Francisco, Los Angeles et San Diego. Vous voyez, partout on retrouve des villes qui s'entassent. Mégalopole nord-ouest autour de Seattle et Portland, ça montre quand même le dynamisme du phénomène urbain au niveau des États-Unis avec ces phénomènes de métropolisation, avec ces phénomènes de mégalopole. Ensuite, on passe à l'urbanisation toujours, mais cette fois-ci au niveau du Canada. Oui, au niveau du Canada, quand même, on retrouve de très grandes villes comme des agglomérations comme Toronto, Montréal, qui dépassent 3 millions d'habitants. On a aussi des villes moyennes comme Vancouver, Ottawa, qui avoisinent les 2 millions d'habitants. Il y a aussi des petites villes, donc qu'on ne retrouve pas ici. Par exemple, on a Québec, Calgary. C'est des villes moyennes aussi. Et la plupart des villes sont concentrées au niveau du sud du Canada. Le nord, vous le savez très bien, c'est un nord polaire. Le climat, donc les conditions climatique n'attire pas l'installation humaine. Ensuite, au niveau du Mexique, évidemment, on a une concentration de la population sur le haut plateau central du Mexico. C'est beaucoup, presque une bonne partie de la population du Mexique est installée. Et oui, le Mexique, quand même, c'est caractérisé par un dynamisme démographique et une forte urbanisation avec la capitale Mexico, qui est la deuxième agglomération mondiale avec 22 millions d'habitants. C'est beaucoup. Mais quand même, on y retrouve des bidonvilles, des inégalités sociales au niveau c'est ce qu'on appelle des ciudades, ça c'est espagnol, perdidas, oui, donc des villes perdues, avec des bidonvilles qui naissent dans les grandes villes. À côté de Mexico, on a aussi d'autres villes comme Guadalajara, des villes comme Puebla aussi qui sont très peuplées. Ensuite, concernant la société nord-américaine, donc la première caractéristique, c'est le métissage, un fort taux de métissage. Donc oui, on parle même, ce qui a même amené ces États, surtout aux États-Unis, à parler du melting pot qu'on appelle le creuset. Mais cela n'a pas quand même
fait disparaître les inégalités sociales. Bon, oui, les inégalités sociales sont là. Oui. Par exemple, au niveau du Mexique, on a de fortes inégalités sociales. Oui, entre les ouvriers, bon, c'est des marginaux, hein, c'est ce qu'on appelle les marginaux des villes, les ouvriers. On a aussi les ouvriers industriels, agricoles, qui sont un peu marginalisés, sans oublier les Amérindiens qui vivent dans la pauvreté. Au niveau des États-Unis, évidemment, là, c'est les white anglo-saxons protestants qui sont riches, hein, qui ont le poste clé, hein, qui fréquentent les universités les plus nantis. Malheureusement, les Noirs, par exemple, vivent dans des conditions très difficiles. Et pour avoir une ascension sociale, généralement, les Noirs empruntent donc la voie du sport, la voie donc du cinéma, la voie aussi de la musique, oui, pour avoir une ascension sociale. La plupart des postes clés sont occupés par les white anglo-saxons protestants. Maintenant, au niveau du Canada, évidemment, la société, elle est, oui, je pense, elle est surtout caractérisée par ce qu'on appelle le dualisme linguistique. Oui, le dualisme linguistique, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, on a quand même les Anglais d'un côté, de l'autre côté, on a les Français, Québécois. Chacun tient à sa culture, et cela a même amené à des référendums, hein. Dans les années 80, 90, il y a des référendums qui ont été organisés, et heureusement même que le vide ne l'a pas emporté. Sinon, donc le pays allait être divisé en deux. Oui, un Canada francophone et un Canada anglophone. Voilà. Donc voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport donc à cette leçon. Voilà, défis, oui, d'intégration. On a des défis qui sont là. La ségrégation persistante qu'on retrouve dans ces sociétés. En conclusion, on peut retenir ça. Malgré l'élection de Barack Obama, évidemment, au Canada, je l'ai dit tout à l'heure, on a des dualités linguistiques, en tension entre colons français et anglo-saxons, des inégalités sociales qui touchent surtout les minorités autochtones au niveau du Canada et des États-Unis. Je fais allusion évidemment aux Amérindiens, aux Amérindiens. Voilà. Et on peut quand même retenir que c'est un espace qui est très contrasté, des caractéristiques démographiques variées, une forte urbanisation. Il y a aussi des défis d'intégration qui menacent la stabilité, mais qui menacent aussi la cohésion sociale de l'espace nord-américain. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport à cette leçon. Donc à la prochaine.